pour vraiment commencer un violon, c'est déjà la base, en fait, c'est comme le peintre qui va choisir sa palette de couleurs. Le début vraiment de la construction du violon, c'est le choix du bois. Pour le violon, en fait, l'invention du violon, pour l'invention du violon, on a choisi le mariage du bois d'érable. Donc ça, c'est le bois d'érable qui est très dense. Et puis du bois d'épicéa, qui est vraiment le bois le plus sonore de l'instrument qui va créer le son. Donc l'épicéa va fonctionner comme la membrane d'un haut-parleur. Il va vraiment résonner et créer le son. Mais si c'était que de l'épicéa, ça ferait un son très, très léger et pas du tout profond. Et la structure en érable autour du manche, des éclisses et du fond va permettre au fond au son d'avoir de la force et de projeter dans une salle de concert. Le violon, il se compose donc de deux parties, donc de la table qui est faite en épicéa, qui est la membrane, du fond qui est un peu l'identique mais en bois d'érable, donc vraiment une fonction très différente, beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense. Et pour connecter ces deux parties, des éclisses. Donc les éclisses sont au milieu, et les éclisses, finalement, c'est la seule partie qui est cintrée. Donc on part de pièces de plaquage de bois très fin, et on vient les cintrer pour faire les cotes, pour faire les côtés du violon, et qui vont être posés sur des tasseaux de fondation, en fait des tasseaux qui sont là pour la structure, pour rigidifier l'ensemble, et qui vont permettre en fait l'ensemble de résister à la tension des cordes et de recevoir le manche, donc un tasseau en haut et en bas, et de pouvoir recevoir aussi le trou pour fixer les cordes. Donc on a la table, le fond, et la structure des éclisses qui est très légère, mais qui est finalement solide une fois collée sur la table et le fond. Après, on a le manche qui est rapporté à une pièce séparée, qui est enclavé, comme un enclavement en queue d'aronde, comme font les menuisiers. Et ce manche doit être exactement positionné dans l'axe de l'instrument pour qu'une fois les cordes tendues, la tension se répartisse parfaitement, symétriquement de chaque côté de l'instrument. Si le manche était enclavé et qu'il était de travers, parce qu'on ne l'a pas bien fait, la tension ne serait pas bien répartie dans l'instrument, il n'aurait pas un bon son. Si le manche était enclavé et qu'il avait une mauvaise position, on pourrait mettre trop de tension sur l'instrument. Donc après, le manche, il a plus une fonction mécanique. C'est là où on va tendre les cordes, c'est là où on va attacher les cordes dans la volute, dans le chevillé. Mais on lui a rajouté cette petite sculpture qu'on appelle la tête du violon. Parce qu'en fait, historiquement, aussi, on sculptait des têtes vraiment des têtes à figure humaine sur les viols de gambe. Il y a eu des violons aussi avec des têtes de lion, des vraies têtes. Il y a eu des violons avec des têtes humaines. Mais la généralité, le standard, c'est vraiment la tête qui suit une spirale et qui reproduit presque en fait un fossile préhistorique. C'est vraiment la spirale parfaite mathématique. Ce qui est très important, c'est la sculpture. Donc c'est une forme en 3 dimensions, ici sur le devant et sur le derrière. Et en fait, elle est sculptée. Alors là, on voit à ce niveau-là encore, je n'ai pas encore creusé l'intérieur. Bien sûr, ce sera creusé pour finir avec une lamelle de bois qui fait 3 mm d'épaisseur. Mais ce qui est très, très important, c'est la sculpture de cette forme et du coup, la pensée qui va être derrière cette forme. La pensée de la forme de la voûte, on appelle ça dans le monde de la lutherie, la voûte, comme le dôme d'une église, comme une voûte conçue par un architecte. Et c'est vraiment la pensée de la forme qu'on va donner à la table, donc au-dessus de l'instrument et au derrière, ce qui est sculpté dans la masse à partir d'un morceau de bois au départ qui est très épais. C'est cette forme qui va donner une certaine rigidité ou une certaine souplesse à l'instrument une fois qu'il est mis d'épaisseur. Donc on peut imaginer que si on faisait une forme très pleine et très bombée, on construit quelque chose de très solide, ça au niveau du son, ça va se traduire par un son puissant, avec beaucoup de répondants au niveau technique qui va vraiment marcher fantastique, mais sans profondeur. Donc on aura un son un peu criard et très puissant. Maintenant, si on imagine qu'on fait une voûte très dégagée, ce qu'on appelle avec une gorge très profonde, et puis un dos d'âne au milieu,
et qui redevient très dégagée. Au lieu d'une voûte très pleine, on va dire une voûte un petit peu plus basse, un peu moins pleine. On a un son beaucoup plus chaud, beaucoup plus timbré, mais du coup qui va perdre de cette brillance et de ce répondant. Donc on est toujours en train de travailler entre essayer d'avoir quelque chose de solide, donc qui va résister aux tensions, et avoir quelque chose de souple en même temps. On est à la frontière de la solidité et de la souplesse. Vraiment, après, une fois qu'on a défini la voûte, il y a au niveau de la forme extérieure, ce qu'on peut presque penser qui est les fondations en fait du violon, parce que c'est vraiment le tracé exact et c'est là-dessus que va se reposer le violon. Donc la forme extérieure, on vient poser un filet, et donc c'est un filet de 3 brins, un brin d'ébène, donc de bois noir, un brin de bois blanc d'érable ou d'alisier, et un autre brin de bois noir d'ébène. Donc on colle ces 3 filets qu'on fabrique nous, et on vient les incruster à l'intérieur de la table, sur le bord, pour en même temps servir de pare-choc en fait. Si l'instrument reçoit un choc, ça va permettre d'arrêter la cassure. La cassure ne va pas se propager sur l'instrument, donc ça le protège déjà. Donc c'est un côté très utile. Et puis après, il y a un côté en fait de définition du son. On délimite la surface de vibration. Vu que le filet est incrusté en profondeur, alors quand on regarde le violon, on a l'impression qu'il est juste tracé parce que l'incrustation est parfaite, mais en fait il est incrusté sur 2 mm de profondeur. Et sur cette profondeur, on a un matériau qui est beaucoup plus dur que l'épicéa, et du coup qui va délimiter la surface exacte de vibration de l'instrument, et tout ce qui est après, finalement, ne va pas vraiment avoir beaucoup d'incidence sur le son. Alors l'F, en fait, ce qu'on appelle l'F du violon, ou ce qu'on appelle l'ouïe, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus important au niveau du son, parce que même en fait au niveau esthétique, quand on regarde un violon, on a l'impression que c'est son regard, que c'est son visage, que c'est les yeux de l'instrument. Euh, et en fait, c'est vraiment fondamental dans la conception du violon. Le violon était le premier instrument à vraiment utiliser des F de cette forme-là. Et ce n'est pas du tout esthétique, c'est vraiment relié à la fonction du violon. Pourquoi? Parce que l'F en fait est une ouverture, on a la membrane, et en fait l'F est une ouverture qui va délimiter la proportion d'air qui va être extraite de la caisse. En fait, si on avait des très gros F, l'air ne serait pas comprimé de la même manière à l'intérieur, on n'aurait pas la même puissance. Donc c'est vraiment l'F qui permet au son de sortir. C'est la seule ouverture de la membrane qui permet au son de se propager à l'extérieur de la caisse. Et aussi, c'est l'F qui va donner la flexibilité à la caisse. On imagine que si on avait des F très grands et très larges, on affaiblirait beaucoup la membrane. Alors quand c'est des tout petits F, on ferait une membrane qui serait du coup beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide. Donc c'est vraiment l'F qui va dicter à la membrane de la table d'harmonie, donc du dessus de l'instrument, sa façon de vibrer, et il faut qu'il soit connecté à toutes les autres parties de l'instrument. Donc l'F est vraiment là pour dicter la vibration, et il doit marcher en étroite collaboration avec 2 autres parties de l'instrument qui sont très importants et qui sont vraiment la base du fonctionnement du violon. Et ces parties, c'est la barre d'harmonie, donc qui vient se poser, c'est une barre en bois qui vient se poser sous le côté des graves du violon, qui fait presque toute la longueur de la table, qui est droite, et de l'autre côté, l'âme du violon, ce qu'on appelle l'âme du violon. Alors en français, on appelle ça l'âme, c'est assez romantique. En anglais, on appelle ça le pilier du son. En tout cas, dans ces deux langues, on comprend bien l'importance de ce bout de bois qui finalement est là pour contraindre et pour rigidifier la moitié de la caisse. Sans âme, l'instrument n'a aucun volume, le son n'a aucune profondeur et aura aucune puissance. C'est l'âme qui permet de rigidifier le côté aigu, donc de donner de la force à la caisse, et aussi de communiquer la vibration qui arrive du musicien qui joue sur la corde sur le chevalet, qui vient la communiquer au fond de l'instrument. Donc l'âme est là comme transmetteur de vibration entre la table et le fond, et aussi pour rigidifier la caisse, pour lui permettre d'avoir plus de résistance et de résister à peut-être 6 ou 7 kg de pression du chevalet, des cordes.
Mais après, la dernière étape, c'est de passer au vernis. Le vernis doit être là pour protéger, pour uniformiser un petit peu la pièce, pour pénétrer à certains endroits et pour redonner un peu de force, mais jamais pour contraindre. Le violon, il a besoin d'être tenu, et en même temps, il a besoin de vibrer librement, surtout pour avoir un joli timbre. Et du coup, le vernis doit être là pour protéger, pour enrober le son, mais jamais pour le contraindre. Un violon sonne bien pour plusieurs raisons. Et en fait, avec l'expérience, on se rend compte que ce qui est le plus significatif, c'est les raisons les moins rationnelles. C'est-à-dire les meilleurs violons que j'ai fabriqués, c'est pas parce que j'avais les meilleurs matériaux, parce que j'avais fait le plus beau travail, le plus précis. C'est vraiment l'intention de départ, la vision qu'on a au départ. Et le plus on part avec une idée précise d'un son, de quelque chose qu'on veut, d'une envie qu'on a en fait d'arriver à une certaine esthétique de son, plus on a cette vision du son et du coup en tant que luthier cette vision d'une forme mais qui n'est pas rationnelle, qui est vraiment dans l'imaginaire, et le plus on est inspiré dans cet imaginaire, le plus on arrive à faire le violon. Il faut aussi pouvoir le faire un peu d'ingé, même si ça peut représenter 200 heures de travail, il ne faut pas qu'elle s'étale sur un an, il faut que ça puisse s'étaler sur un mois et demi ou 2 mois d'un travail continu pour continuer à mûrir l'instrument dans sa tête. Mais le plus on arrive du début à la fin à avoir une vision unique et une envie de son, le plus on arrive à une excellence, le résultat est à la hauteur de son imagination. Et le travail du luthier, eh ben, il consiste à chaque fois à espérer faire la pièce parfaite, à arriver finalement à une perfection parce qu'on arrive à un idéal de son et on arrive à le réaliser. Et une fois qu'on a réalisé, de se rendre compte qu'on a peut-être on allait trop dans une direction et qu'on veut faire un compromis d'autres choses qu'on a fait avant. Et du coup, on a envie de construire un autre instrument. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. On a toujours envie d'aller plus loin, on a toujours envie de rechercher plus.